Un crissement de pneus a déchiré l'air d'automne, comme un coup de lame. Le monde s'est réduit à un flash aveuglant de phare et au rugissement du métal. Un instant plus tôt, Élisa était absorbée par ses rêves, formes architecturales, lignes, lumière. C'était aujourd'hui son premier jour dans l'institut tant désiré, malgré les conseils de ses parents qui préféraient la voir faire de la jurisprudence, si ennuyeuse. Sa voix passait par les croquis et les plans, pas par les paragraphes et les précédents. Et voilà qu'en cet instant de triomphe sur la banalité, elle a fait un pas juste devant la voiture, totalement absorbée par ses pensées. La portière du bolide s'est ouverte avec un claquement et un jeune homme blême a jailli sur l'asphalte. Son visage était blanc comme de l'albâtre, ses yeux lançaient des éclairs. « Tu cherches la mort ?» Un souffle rauque a brisé le silence. « Mais qu'est-ce qui te prend de te jeter sous les roues comme ça ?» Les lèvres d'Élisa tremblaient. Au lieu de répondre, des larmes ont jailli, non maîtrisées, brûlantes. Elle se tenait au bord d'un abîme d'horreur et de soulagement. Le jeune homme la regardait avec incompréhension, mais quand les larmes se sont transformées en sanglots incontrôlables, son visage s'est adouci. Il s'est approché, l'a saisie fermement par le coude. « Ça suffit, tu vas te calmer. Monte, il manquerait plus que tu finisses sous le prochain camion. » Son ton n'admettait aucune réplique. Obéissant à une force inconnue, Élisa s'est affalée sur le siège, sentant l'odeur de cuir de luxe et d'un parfum inconnu. Il a démarré le moteur, a esquissé un sourire. « Ton adresse ?» Elle a dit sa rue, et le reste du trajet, elle l'a passé à étudier discrètement son profil, cheveux blonds, traits marqués, des yeux bruns étonnants. Soudain, une pensée l'a frappée. Elle était montée dans la voiture d'un inconnu. « Je ne monte jamais dans la voiture d'inconnu, d'habitude, » a-t-elle murmuré près de son immeuble comme pour se justifier à elle-même. « Ça se voit, » a-t-il ricané. « Je m'appelle Antoine. Et toi ?» Élisa. Élisa. En guise d'amende pour avoir enfreint les règles et en paiement pour avoir sauvé ta vie de rêveuse, laisse-moi ton numéro. Pourquoi? Parce que je vais appeler, peut-être pour te faire la morale sur le code de la route et peut-être pour t'inviter à prendre un café. Son cœur a raté un battement. Elle a hoché la tête composant les chiffres. Ce type arrogant, magnifique, il semblait tout droit sorti d'une couverture de magazine, l'incarnation de l'aventure. Antoine était le fils de Laurent Dubois, un homme influent, chef de la police locale. Dans son monde, les imbéciles, jolis comme Élisa, n'étaient que des trophées à collectionner. Il l'avait remarquée sur la route, perdue, charmante, et avait décidé de lui donner une leçon tout en l'ajoutant à sa collection. Le freinage brutal était un numéro, une entrée en scène spectaculaire. Ayant obtenu son numéro et son adresse, il se sentait vainqueur. Élisa, elle, était au 7e ciel. Son jeune frère Louis, âgé de seulement 15 ans, a tout de suite senti le changement. « Élisa, tu es amoureuse ou quoi ?» a-t-il demandé avec un sourire malicieux. « Tu rayonnes. Laisse-moi tranquille, petit intello. J'ai 18 ans, j'ai le droit, » a répliqué Élisa, se noyant dans l'attente. Elle n'avait pas le temps pour la géométrie. Antoine l'attendait. Il était le cavalier parfait, des brassées de rose rouge, des dîners dans des endroits où Élisa n'aurait jamais osé mettre les pieds. Elle se perdait en lui, aveuglée par ce premier amour dévorant. Peu importait où ils étaient, l'important était avec qui. Antoine menait le jeu avec assurance, le but étant simple et cynique. Un mois d'attente lui a semblé une éternité. Il était temps de passer à l'étape supérieure. Il a loué une suite luxueuse dans un hôtel. Élisa était nerveuse, mais elle croyait que c'était l'amour et que tout se passerait bien. Ils étaient en voiture, se dirigeant vers l'hôtel. Élisa a machinalement appuyé sur le bouton de la boîte à gants, sans rien chercher, juste comme ça, et elle les a vus, de minuscules sachets transparents, cachés dans l'obscurité. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle soufflé, n'en croyant pas ses yeux. Le visage d'Antoine s'est instantanément pétrifié. Il a refermé la boîte à gants. « Rien, il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. »« Antoine, attends !» Sa main s'est posée sur son poignet, froide de peur. « C'est de la drogue. Tu en prends ?» Il a ri, durement, sans joie. « Naïve, c'est juste, presque des vitamines. Et je n'en ai pas besoin, moi. »« Alors, pourquoi tu en as ?» Les yeux d'Antoine se sont rétrécis. « Ça, ma belle, ça ne te regarde pas du tout. »
Il s'est penché pour mettre le contact, mais son téléphone a explosé dans sa poche. En voyant le numéro, il s'est raidi. Silence, pas un mot. A-t-il chuchoté, collant le combiné à son oreille. Sa voix était différente, basse, tranchante. Les mots fusaient par bribes. Planque, commande, dette, dernière fois, même endroit. D'accord, j'arrive, a-t-il lâché dans le téléphone avant de raccrocher. Il a fait un clin d'œil à Élisa, comme si de rien n'était. Juste une petite affaire, vite fait, et après, à l'hôtel. Devant elle, c'était un autre homme, pas le prince de ses rêves, mais un prédateur, calculateur et impitoyable. Il a tourné dans une ruelle étroite, s'est arrêté près d'un square abandonné. Il a plongé la main dans la boîte à gants, a sorti plusieurs sachets. Élisa le regardait les cacher sous un banc ébréché, sous une pierre près du bac à sable. L'horreur l'a saisi, il n'en consommait pas, il en vendait. Il vendait la mort, son cœur battait comme un oiseau sauvage dans sa poitrine. Elle a ouvert la portière et s'est enfuie, loin de lui, de cette voiture, de cette terrible vérité. Il l'a rattrapée en quelques bonds, s'est agrippé à son bras d'une prise de fer. « Toi, toi !» a-t-elle crié, suffoquant d'un mélange de terreur et de colère. « Ne me touche pas, laisse-moi !» Antoine l'a regardée avec une sincère incompréhension. « Élisa, qu'est-ce qui t'arrive? Tout allait bien. »« Bien? Tu vends la mort? Comment ça peut aller bien ?» Au même instant, son visage s'est déformé. Le sourire a disparu, ne laissant qu'une rage animale. Ses doigts ont serré son bras si fort qu'elle a vu noir. Il l'a attirée vers lui. « Tu crois que l'argent tombe du ciel? La voiture, les restaurants, l'hôtel. Papa paie tout ça. Je gagne mon argent moi-même. » Mais comment? Peu importe comment. Il y a des idiots prêts à payer. Pourquoi je refuserais? Si ce n'est pas chez moi qu'ils achètent, ce sera chez un autre. Élisa a reculé, comme devant un lépreux. En se dégageant miraculeusement de sa prise, elle s'est mise à courir, sans regarder où elle allait, sans se retourner. « Cours, idiote !» lui a-t-il crié derrière elle, en remontant dans sa voiture. Le lendemain, elle n'est pas allée à l'institut. Elle est restée allongée, recroquevillée, et a pleuré. Comment avait-elle pu se tromper à ce point, tomber amoureuse du vide, d'un mensonge, sans voir le monstre sous le masque? Après le déjeuner, le téléphone a sonné. La voix de sa mère était pleine de désespoir. « Élisa, Louis, on l'a emmené de l'école, à l'hôpital, en réanimation. Il a essayé quelque chose avec des amis. » Le monde d'Élisa s'est écroulé pour la deuxième fois en 2 jours. Sa propre douleur a cédé la place à une vague d'horreur glacée. Elle a couru à l'hôpital. Ses parents étaient déjà là, pâles, perdus. Le médecin parlait de substances illicites, de « il a essayé pour faire comme les copains », de « il faut espérer ». Où est-ce qu'il trouve ces saloperies? Son père a serré les poings. Il n'y avait pas de réponse. Quelques jours plus tard, Louis allait mieux. Il a été autorisé à sortir. Un soir, Élisa a osé. « Louis, tu sais qui vous a vendu ça ?» Son frère a détourné le regard. « Non, personnellement, j'ai dit aux flics que je ne savais pas, mais je l'ai vu, il traîne souvent près de l'école, dans une voiture argentée. » Le cœur d'Élisa s'est serré. Lui? Sa voix était à peine audible. Elle lui a tendu son téléphone avec une photo de deux, heureux, souriant. Louis a fixé la photo, puis sa sœur. « C'est lui. Élisa, c'était ton petit ami ?» « C'était, » a martelé Élisa. Toute sa douleur s'est soudain transformée en une rage brûlante. « Salaud, ordure, je vais le pourrir, je vais le faire enfermer. Élisa, fais attention !» Louis l'a attrapée par le bras, ses yeux pleins d'inquiétude. « Tu comprends bien, il n'est pas seul. Ne t'en mêle pas. Tu proposes d'oublier ?» Élisa s'est levée d'un bond. « Pour qu'il continue à empoisonner des gens comme toi, ça t'a plu de rester là-bas ? Non, plus jamais. » Louis a frémi. « Mais, sérieusement, sœur, ne t'en mêle pas. » Mais Élisa avait déjà pris sa décision. Il ne pouvait plus être question d'amour. Il ne restait que la haine et la soif de justice. Le lendemain, il a appelé. Comme si de rien n'était, il lui a proposé de se rencontrer. « Espèce d'ordure !» a crié Élisa au téléphone sans se retenir. « À cause de toi, mon frère a failli mourir. J'irai à la police dès demain. » Son ton a instantanément changé. Les menaces ont fusé, froides, calculées.
mais Élisa a raccroché. Le matin, au lieu d'aller en cours, elle s'est dirigée vers le poste de police. Le policier de garde l'a écoutée d'un air indifférent, a passé un coup de fil. Le chef veut vous recevoir personnellement, a-t-il annoncé, et Élisa a ressenti une légère perplexité, mêlée d'espoir. La porte du bureau du chef de la police portait une plaque avec le même nom que celui d'Antoine, Laurent Dubois. Le fils, le père, une coïncidence, ou, derrière le bureau, était assis un homme grand avec des yeux sombres et des cheveux blonds, une preuve vivante de leur parenté. C'était encore mieux que le père apprenne quel monstre il avait élevé. Élisa, tremblant de tension nerveuse, a tout raconté, les sachets dans la boîte à gants, les planques, ses aveux, les menaces, la maladie de Louis. Laurent Dubois l'a écouté en silence, sans ciller. La rage bouillonnait en lui, mais pas contre son fils. Avec son fils, tout était clair depuis longtemps. C'est lui-même qui couvrait ce business, fournissant à Antoine des lots à vendre. La rage était dirigée contre cette jeune fille. Comment osait-elle venir ici, se plaindre de son fils? Elle pensait qu'il allait le détruire. Le plan s'est formé en un éclair. Donc, vous affirmez avoir vu des substances illicites? Sa voix était glaciale. Et vous, vous en vendiez? Vous en consommiez? Il l'a fixée d'un regard acéré. Quoi? Non, jamais, a soufflé Élisa, sidérée. C'est Antoine, votre fils. Vous devez l'arrêter. C'est-à-dire que vous voulez rejeter votre faute sur mon fils? Quelle faute? Vous distribuez cette saleté. Avouez, où vous en trouvez, à qui vous en vendez, où vous la cachez. Ces mots frappaient comme des coups de fouet. Élisa n'arrivait pas à y croire. On l'accusait, elle, c'était absurde. Laurent Dubois a appelé des agents, et, miraculeusement, un petit sachet a été trouvé dans la poche de la veste d'Élisa. L'analyse sanguine, faite sur le champ, a montré la présence de traces. C'est un mensonge, vous l'avez mis là, criait-elle, mais personne ne l'écoutait. On l'a traîné dans une cellule de détention provisoire. Le monde s'est transformé en un cauchemar surréaliste. La perquisition de la maison, les trouvailles, le choc des parents. Louis répétait que c'était une erreur, mais les faits étaient contre elle. L'affaire a été montée rapidement et sans pitié. « Alors, tu ne vas pas avouer ?» demandait Laurent Dubois, penché sur elle dans la salle d'interrogatoire. « Tu ne fais qu'aggraver ton cas. »« Je n'ai rien à avouer, » a coupé Élisa, la tête haute. « Votre fils est un criminel, et je suis un témoin. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais au tribunal, je raconterai tout. »« Au tribunal, tu dis ?» Le coin des lèvres du chef s'est retroussé en un sourire prédateur. « Crois-moi, il y a des moyens de te faire taire, et tu supplieras toi-même de signer tout ce qu'on te présentera. Je pensais que tu étais une fille intelligente. Je me suis trompée. Il va falloir t'apprendre la vie. » C'était tard le soir. Le poste était désert. Laurent Dubois a pris la clé d'une autre cellule, celle où étaient enfermés 3 hommes, dont 2 étaient des récidivistes chevronnés. « Où allez-vous, monsieur Dubois ?» Le gardien de garde a crié en voyant le chef traîner Élisa vers cette cellule. « Il y a ces types. »« Tant mieux, » a-t-il grondé. « Occupe-toi de tes affaires. » Il a poussé Élisa à l'intérieur, a refermé la porte et l'a menottée par la main à un tuyau. « Écoutez les gars, » s'est-il adressé aux détenus. « Vous avez jusqu'au matin. Expliquez-lui. Il faut réfléchir avant de parler et ne pas calomnier les gens respectables. Piétinez-la bien, les gars, et moi, je requalifierai vos articles. »« Compris, monsieur le chef, ce sera fait. » Les 2 hommes ont ricané, s'approchant d'elle, les dents découvertes. La panique a envahi Élisa. Elle a crié, a pleuré, se débattant désespérément. Mais les menottes tenaient le bon. « Hé, écartez-vous de la fille !» a retenti soudain une 3e voix, basse, avec un timbre rauque. « Vous êtes des charognards ou quoi? Vous ne voyez pas, c'est encore une enfant. » Les 2 hommes se sont retournés. Élisa l'a vu. Dans un coin, sur les couchettes, était assis un homme massif avec une barbe épaisse et des cheveux ébouriffés, mal fagoté, mais avec un regard pénétrant. « Casse-toi, » a grogné un des salauds. « Si tu veux pas te mêler, reste à l'écart. On va s'amuser. » L'homme s'est levé d'un bond, 2 pas, et il était là. Des coups, rapides, précis. Les 2 ordures sont tombées par terre, gémissant. « Qu'est-ce que tu fais, frère ?» ont-ils balbutié en essayant de se relever.
On faisait ce que le chef nous avait demandé. Il a promis de changer nos articles. Vous allez répondre de ce que vous avez fait. Bernard, c'est ainsi que s'appelait son sauveur, s'est interposé entre Élisa et les vaincus. Je ne laisserai pas toucher à la fille. Si vous approchez, je vous casse la tête. Les récidivistes, marmonnant des malédictions, se sont retirés sur leurs couchettes. Ils n'avaient pas envie de se frotter à ce colosse. Bernard a approché le seul tabouret, a fait asseoir Élisa et s'est accroupi à côté d'elle. « Raconte, petite. Pourquoi ils te font ça ?» a-t-il demandé doucement. Élisa a tout raconté. Aveuglé par la rage, Laurent Dubois ne savait pas qu'il avait mis dans la même cellule que sa victime un homme qui n'avait rien à perdre et qui avait un sens aigu de la justice. Bernard l'écoutait, hochant la tête. Il a aussi un peu raconté sa vie. Ancien parachutiste, réformé pour blessure, rentré, sa femme l'avait trompé avec son meilleur ami. Un effondrement, la boisson, il avait perdu son appartement à cause de marchands de sommeil véreux. Il s'était retrouvé ici pour avoir pris la défense d'un chauffeur de taxi que 2 voyous tabassaient. Il les avait envoyés à l'hôpital, et ces derniers avaient des parents influents. Maintenant, il risquait une peine de prison. « Mais vous n'êtes pas coupable !» s'est exclamée Élisa. « Coupable !» a souri Bernard. « Je les ai mis hors d'état pour un bon moment. Les années de service n'ont pas été vaines. Et le chauffeur de taxi, il s'est dégonflé. Ils l'ont intimidé, j'imagine. Toi, tu dois penser à toi. Ce chef, s'il t'a prise en grippe comme ça, il va te briser. » « Je ne sais pas quoi faire, » a pleuré Élisa, mais cette fois, non pas de désespoir, mais d'impuissance face à cette injustice monstrueuse. Le matin, Laurent Dubois a jeté un œil dans la cellule. « Alors, les gars, ça a été ?» a-t-il fait un clin d'œil aux récidivistes. Ceux-ci ont hoché la tête, simulant la bonne humeur, sous le regard sombre de Bernard. Le jour même, Élisa a été transférée à la maison d'arrêt. « Tu as retenu la leçon ?» a murmuré Laurent Dubois quand on l'a fait passer devant lui. « Maintenant, réfléchis bien. Soit tu vas simplement faire de la prison, soit tu ne tiendras pas une semaine. Personne ne sait comment aurait tourné son destin sans l'énergie indomptable de ses parents et de ses amis fidèles l'excessant à l'extérieur. » Un des policiers, sidéré par ce qui se passait, a risqué de chuchoter la vérité aux parents d'Élisa. Le chef est impliqué, il ne faut espérer personne, il faut agir eux-mêmes. Daniel Lefebvre et Sophie Lefebvre, après avoir consulté Louis, ont pris une décision, prendre Antoine en flagrant délit. Via les réseaux sociaux, ils ont trouvé une photo d'Élisa avec Antoine, ont appris son nom, son lieu d'études. Ils ont élaboré un plan. Louis, par l'intermédiaire de connaissances, a contacté Antoine sous le prétexte d'être un acheteur. Celui-ci lui a donné des informations sur une planque. Daniel Lefebvre a suivi Antoine depuis l'institut, filmant chacun de ses pas, chacun de ses gestes. Chloé, la meilleure amie d'Élisa, a aussi aidé. Apprenant ce qui était arrivé, elle est entrée en rage. « Elles ont trouvé une criminelle, c'est du spectacle. » Elle a rencontré les parents d'Élisa. « Je vais aider aussi, » a déclaré Chloé. « Je vais faire connaissance avec cet Antoine. Je vais lui faire parler, il me racontera tout lui-même. »« Chloé, c'est dangereux, » suppliait Sophie Lefebvre. « Il est impliqué dans des affaires terribles. » Chloé a hoché la tête, semblant être d'accord, mais le soir même, elle a trouvé Antoine sur les réseaux sociaux. Elle a organisé une rencontre. Chloé savait charmer. Elle a facilement lancé la conversation sur les substances interdites, feignant la curiosité. Antoine, sûr de lui et insouciant, n'a pas senti le piège. Il lui a proposé d'essayer quand elle aurait de l'argent. « Tu n'as pas peur de faire confiance si facilement ?» a demandé Chloé naïvement. Antoine a ri aux éclats. « Moi, je n'ai rien à craindre. Ma couverture, c'est le chef de la police en personne. Tu sais qui est mon père ?» Chloé a feint l'effroi tout en enregistrant chacune de ses paroles sur son dictaphone. Elle a transmis cet enregistrement aux parents d'Élisa. Maintenant, Daniel et Sophie Lefebvre avaient des preuves irréfutables. Mais comment les utiliser dans une ville où le pouvoir est aux mains de celui qui devrait les punir? Il n'y avait qu'une seule solution, Paris. Le comité d'enquête. Il se préparait à une longue lutte, à des allers-retours entre les administrations. Mais à leur surprise, ils ont été reçus presque immédiatement. Ils ne savaient pas que Laurent Dubois était sous surveillance depuis longtemps. Il ne manquait que des preuves en béton. Et voilà, son propre fils, en se vantant, les avait fournis.
les parents n'étant pas encore rentrés chez eux, que d'importantes vérifications ont commencé au poste de police de la ville. Laurent Dubois a été arrêté. Bientôt, Antoine a aussi été mis sous les verrous. Ensuite, tout un réseau a été découvert. Ils ont tous été jugés, condamnés à de lourdes peines. Ils sont partis apprendre la vie dans des endroits où le soleil ne regarde pas volontiers. Élisa a été libérée presque immédiatement après le début de l'enquête sur ses accusateurs. Ses parents l'ont accueillie à la sortie de la maison d'arrêt. Élisa, Daniel Lefebvre l'a serrée fort dans ses bras. Jamais je n'aurais cru que tu t'attirerais de tels ennuis. Bon, Louis, d'accord, mais toi. Et moi, a souri Élisa à travers ses larmes, je me suis battue pour la vérité. Nous avons réussi à obtenir cette vérité, a soupiré Sophie Lefebvre. Maman, papa, je vous aime tellement. Merci. Pas seulement nous, a énuméré Daniel Lefebvre. Louis s'est tellement fait de soucis. Chloé. Comme j'ai de la chance de vous avoir, mes plus chers, a murmuré Élisa en se serrant contre eux. Une seule pensée la tourmentait. Comment allait Bernard, celui qui l'avait sauvé cette nuit terrible? Il s'est avéré qu'il allait bien. Au procès, il a été acquitté. À sa sortie, un ancien camarade de service l'a retrouvé, l'a aidé à se remettre sur pied. Bernard ne boit plus, il a une nouvelle vie, une famille. Un jour, Élisa l'a rencontré par hasard dans un supermarché. Il y travaillait comme agent de sécurité. « Alors, l'ami » a fait Bernard en lui faisant un clin d'œil, l'ayant reconnu. « Tu vas encore chercher la vérité dans cette vie ?»« Oui, » a répondu Élisa fermement. « J'ai changé de voie, je fais du droit maintenant. »« Ça t'a marqué ?» a sifflé Bernard, puis il a souri. « Bien joué. » Oui, ça l'avait marqué, profondément. Maintenant, elle savait ce qu'elle allait devenir, ce qu'elle devait devenir. Avocate, pour défendre ceux qu'on essaie de briser. Les études sont devenues son objectif principal. Et l'amour attendra, ce n'était pas le moment.